Donc l'effet de levier, attention, warning, c'est très dangereux, il ne faut pas en abuser. Ça permet à quelqu'un qui a 10 000 euros sur son compte en banque et qui n'a pas envie de mettre 10 000 euros chez un courtier, il préfère mettre 2 000, et ben il va pouvoir quand même investir 10 000 euros sur le marché parce qu'on lui donne un effet de levier, c'est-à-dire que en fait, tout ce qu'il investit, c'est le courtier qui le fait pour lui et lui prend les gains et les pertes. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Le fameux compteur, tu sais, qui te met dans les cordes direct, tu vois, ça te met une pression alors que t'en avais pas avant. Pour que les gens comprennent, en fait, quand on démarre, on se dit toujours, ouais, salut, ça va, machin, bon, normal, quoi, on discute parce qu'on discute, c'est le matin, et on se dit, bon, allez, on démarre, et là, il y a le petit compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, et à chaque fois, ça fait un petit effet. Comment tu vas, Raphaël? Ça va, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Ravi de participer à ce podcast matinal. C'est ça. T'es du matin, toi, plutôt, ou moyennement? Ouais, si, ouais, je suis de matin. Ouais. Bon. 9h, ça va, c'est pas si 9 tôt que heures, ça, ouais, quoi. c'est vrai. C'est pas France Inter. Ouais. Et puis, le contenu, ça sera pas du France Inter, surtout. Bref. En tout cas, ça fait plaisir qu'on fasse ce podcast ensemble. C'est un podcast qui va être, on va parler de ton activité, mais c'est un podcast également qui va être vachement, on va être vachement dans la vulgarisation de plein de choses. Et moi, il y a plein de choses de ton métier que j'ignore. Et donc, je suis persuadé que je vais apprendre plein de trucs et je suis persuadé que les gens qui nous écoutent vont faire pareil. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton métier, qui tu es, ce que tu fais? Alors, moi, je m'appelle Raphaël Leblond. Je suis directeur du courtier FX Flat en France. Donc, un courtier, on appelle ça aussi un broker. C'est la société par laquelle vous passez pour accéder au marché financier et investir en bourse. La plupart du temps, on fait ça avec sa banque via un PEA, un compte titre. Le problème étant que les banques appliquent des frais assez élevés et ne fournissent aucun outil d'aide à la décision. Et les coursiers ont été créés un peu pour répondre à ces deux problématiques. La première, c'est offrir une vraie plateforme d'investissement où on peut faire des analyses, utiliser des outils statistiques et des tas d'autres outils pour justement aider à la prise de décision. La deuxième chose, c'est que étant donné qu'il s'est spécialisé sur ce sujet précis, les frais appliqués sont 10 fois inférieurs en moyenne aux banques. Et puis aussi l'autre aspect qui est très important, c'est que contrairement au PEA, au compte titre, les courtiers généralement offrent une gamme beaucoup plus large d'instruments. Donc selon le courtier, mais normalement on peut investir donc traditionnellement des actions, mais ce n'est pas limité aux actions françaises. On peut investir sur les actions mexicaines, norvégiennes. On peut également investir sur le marché des devises si on veut spéculer sur la baisse de l'euro-dollar où là on est en dessous de la parité, c'est possible. On peut acheter des matières premières, du pétrole, de l'or. On peut acheter des ETF, des paniers d'actions sur des secteurs comme, je sais pas, le secteur de la crypto-monnaie, le secteur médical, le secteur tout secteur, là c'est assez infini en termes de produits. Et puis voilà, plein d'autres. Donc c'est, en tout cas pour FX Flat, la société que je représente, on a une gamme qui représente un peu plus d'1 million de produits. Sur tous les marchés à peu près que j'ai cités, via plusieurs types de produits. Parce que les actions, par exemple, on peut l'acheter de divers. On va en parler. De plein de manières différentes. Mais et du coup là-dessus, pour que les gens qui ne connaissent pas du tout ce monde-là, qu'on soit clair, c'est pas
il faut pas confondre un gestionnaire d'assets avec un courtier, ça n'a rien à voir. Le courtier il donne accès en fait au produit. C'est vraiment plus ça. C'est pas non plus un conseiller. C'est quelqu'un qui va, je crois, du coup, offrir un catalogue de possibilités en fait. Si je résume ça. Exactement. En fait, nous, comment dire, on donne à des particuliers, enfin des investisseurs qui soient particuliers, professionnels, on leur donne juste accès au marché. Parce que un particulier comme ça, il peut pas aller voir le marché en disant ouais, je vais acheter ça. C'est pas possible. Il doit obligatoirement passer par un intermédiaire qui est soit la banque, mais c'est très limité, soit un courtier où là, il a un spectre quasiment infini de produits sur lesquels il peut investir. Ok. Si j'observe, admettons Binance pour les cryptos, est-ce que Binance c'est un courtier? Oui. Ok. Si je regarde eToro, est-ce que c'est un courtier? Mhm. Ok. Si par contre je regarde Amundi, c'est pas un courtier. Non. Ok, très bien, très clair, très très clair. Non, mais il peut aussi jouer ce rôle-là. Il peut aussi jouer ce rôle de donner accès au marché, mais on peut pas dire que c'est un courtier. Ok. Ouais, Les c'est plus un c'est gestionnaire, un, il une fait boîte de plusieurs gestion. choses, quoi. Ouais. Parce que tu me dirais Société Générale, est-ce que c'est un courtier? Non, c'est une banque, mais on peut acheter des actions ou on peut faire aussi Hmm. acheter des produits dérivés via Société Générale, mais ils le font pas vraiment enfin, j'allais dire, ils le font pas pour les particuliers, ils le font, mais de manière limitée pour Hmm. les particuliers. Je trouve que ça c'est un vrai sujet, le fait qu'en fait tous les métiers de la finance ou de la banque soit un peu entremêlé. Ça crée pas forcément de la, enfin niveau compréhension, c'est un petit peu, ça rebute un peu pour le particulier, je pense. Hmm. C'est peut-être fait exprès d'ailleurs, mais c'est pas forcément simple justement tout ça pour les gens qui nous écoutent. On a eu l'épisode avec Nicolas Chéron que tu connais bien, t'as collaboré avec lui, qui nous explique sur quoi et comment investir. Quels sont les patterns de succès et d'échec que lui il a remarqué tout au long de sa carrière. Et les questions qui sont revenues, c'est ok, mais qu'est-ce que j'en fais? C'est parfait, c'est très clair. Je sais comment il faut, enfin, je crois avoir compris comment il faut que j'investisse, quel est le pourcentage de mes revenus qu'il faut que j'investisse, etc. Hmm. Mais au final, je les mets sur quoi? Comment je démarre? Et surtout comment je suis sûr de pas me faire avoir. Et c'est un peu le sujet, c'est un peu le sujet qu'on a prévu pour la suite, tous les deux quand on a prévu le truc. C'est comment on choisit aussi un bon courtier. Un peu c'est un peu comme le chasseur quoi. Il y a le bon et le mauvais courtier quoi. Et donc donc ça va être top. Toi, comment t'es arrivé à faire ce métier-là? Très classiquement, j'ai fait des études, j'ai fait des études supérieures où je me suis orienté dans la finance de marché. Donc moi, je voulais absolument intégrer ce genre de structure. Et c'est vraiment par pur opportunisme où il y avait une offre d'un courtier il y a 10 ans euh, pour faire un stage de fin d'études et ça voilà ça a marché. J'ai été pris et ça m'a tout de suite vraiment piqué à ce secteur qui était en plus dans une bonne période parce qu'il n'y a pas eu que des belles périodes. Et là, c'était vraiment très excitant parce que à la fois, tu étais dans une salle de marché, mais pas comme tu pourrais l'imaginer parce que tu l'imagines toujours comme dans les films où tu as un parterre, enfin, tu vois, une salle immense avec plein de gens qui gueulent. Là, c'était plutôt ambiance start-up. On n'est pas habillé en costume cravate tous les jours. On est habillé, bah, là comme je suis. Bon, on voit pas, mais voilà, en t-shirt, en chemise. Enfin, c'est très décontracté et puis c'est une structure où il y a peu de monde, où on laisse libre à la création. C'est voilà, espèce de un peu d'esprit d'entrepreneuriat et qui est vraiment, je trouve, ce qu'on ressent chez les courtiers et j'ai été vraiment très content d'intégrer ce genre de structure parce que enfin, j'avais pas pour objectif d'aller chez un courtier. Donc c'est vraiment un pur hasard et voilà, le hasard a fait que ça m'a bien plu. Et donc je suis resté pendant 10 ans dans ce milieu-là. Et j'ai fait deux sociétés, une précédente dans laquelle j'ai travaillé pendant 8 ans et quelques, et là depuis un an chez FX Flat.
Et justement, tu parlais de cette notion un peu start-up, tech, etc. Quelle est la part de la tech justement dans ton métier? Puisque c'est vrai que maintenant, t'as plus les mecs qui viennent faire des gestes à la bourse pour communiquer, ça existe plus ça. Du coup, la part de Non. la tech là-dedans, elle est, j'imagine, hyper importante. Bah, c'est en fait le noyau de ce business. Euh, tout ce qui est, en fait, tout se fait électroniquement. Ça arrive encore et on donne toujours la possibilité aux gens de nous appeler pour passer des ordres au téléphone. Mais ça arrive peut-être je sais pas, 5 fois par an. Ah oui. Et ça arrive pas parce que les gens n'aiment pas le faire par eux-mêmes, c'est juste que ça arrive quand ils ont plus leur ordinateur, ils ont plus d'accès ou quoi, ils ont juste un téléphone, mais ils ont pas internet, ils nous appellent en disant ouais j'en suis où, il me faut, ok il faut fermer cette position ou alors on en ouvre une. Enfin, c'est juste, ils le font juste quand il y a un problème technique et problème technique ça arrive quand même très très rarement. Surtout que maintenant on peut le faire avec son ordinateur, avec une tablette, avec un téléphone portable, donc normalement ça marche tout le temps. Euh, Ok. donc oui, oui, c'est vraiment le noyau. Tout se fait électroniquement, et puis après toute la technologie, enfin ce qui généralement distingue un courtier d'un autre. euh, Si on prend deux courtiers, on va dire deux bons courtiers, c'est un peu le côté technologique, l'exécution, les outils qu'il va proposer pour aider la décision. Voilà, ça va beaucoup beaucoup jouer sur ce point-là. Et tout à l'heure, tu disais qu'il y avait un côté aussi entrepreneurial. Alors, toi, t'es à fond dedans, mais est-ce que du coup, c'est plus compliqué d'entreprendre dans la finance, de par la régularisation, de par plein de choses que peut-être que je n'imagine pas. Est-ce que c'est plus compliqué ou pas de monter une boîte de courtage, de monter une boîte de gestion? Toi, quelle est ton expérience là-dessus? Alors, je peux pas comparer avec d'autres secteurs, donc je sais pas. Ouais, Mais alors moi, j'ai pas monté un courtier. Moi, j'ai monté la filiale d'un courtier existant. Donc, j'ai pas eu à faire toutes les démarches ou à trouver un deal avec des fournisseurs de prix pour donner justement accès au marché. Ça, j'ai pas eu à faire ça. Je sais pas dans quelle mesure c'est compliqué. Euh, mais je parle avec des confrères qui, eux, ont monté des structures. Euh, mais en fait, il y a deux possibilités. Soit on monte une structure offshore et en 6 mois c'est fait. ok. Soit on veut faire le truc vraiment sérieux euh, avec une structure en Europe, quelque chose de régulé. Là, c'est très long, c'est assez compliqué parce que il faut d'une part que technologiquement ça fonctionne. Il faut d'autre part que trouver des partenaires pour avoir des comment dire avoir accès au marché. Donc pour avoir accès au marché, bon, on appelle Société Générale, BNP, Citi, Goldman Sachs, toutes ces banques en leur disant voilà, on est une nouvelle marque, on va avoir tant de clients, on va vous apporter tant de volume. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous envoyer votre flux de prix sur, je sais pas, devises ou sur actions, sur je ne sais quoi. Euh, Eux, ils doivent être d'accord. Donc, ça arrive pas toujours, et ça, c'est assez compliqué. Euh, J'étais et persuadé qu'il y avait des courtiers de courtiers, tu vois, non, qui mais il avaient y a un des, flux. Ouais. en fait, il y a des courtiers de courtiers. Ça, c'est la solution en fait qui est assez simple, mais il faut. En fait, je prenais cet exemple-là pour simplifier un petit peu, Mm. mais en fait, il y a exactement ça. Il y a des courtiers de courtiers, comme Citi par exemple, qui est un courtier assez connu. On appelle ça en anglais des prime brokers. Et donc, c'est avec eux ouais, qu'on s'entend pour justement, c'est eux qui donnent aux courtiers l'accès au marché. Donc, voilà, intermédiaire d'intermédiaire. Ouais. Et après, c'est eux qui jouent le rôle de, de comptable quand j'ai le client A qui achète et qui a gagné et qui ferme une position et qui a gagné 100 euros. Eh bien, les 100 euros, ils doivent provenir de la contrepartie. Donc, si c'est Goldman Sachs, eh ben, Goldman Sachs doit envoyer 100 euros euh, à, euh, à FX Flat. Mais c'est un truc impossible parce qu'il y a des milliers de transactions chaque jour. Donc, le prime broker joue ce rôle de comptable où c'est lui qui dit, OK, toi, tu dois tant à machin, tu dois tant à machin, FX Flat, tu dois tant à machin. Voilà.
Mais ça, c'est une problématique. Et je pense que la pire des problématiques, ça va être la régulation, parce que pour être régulé, soit c'est de l'offshore et là, il y a presque même pas besoin d'être régulé, ou en tout cas, ça se fait très vite. Soit Mais on, si tu es offshore, tu as accès aux mêmes produits. Ils ont pas des règles en fait justement de cadrer. Je sais pas. Est-ce que City ils peuvent donner leur flux, est-ce qu'ils peuvent offrir leur flux à un mec qui est à Tel Aviv ou à Malte par exemple? Ils le font? euh, je sais pas s'ils le font. Je pense pas qu'ils le font, parce que Citi, c'est un prime broker, on va dire, de luxe. Ouais, C'est d'accord. pour les gros. Après, il y a, euh, il y a la Ligue 2 des prime brokers, qui sont généralement des brokers comme FXFlat, qui jouent ce rôle-là. Et donc ça, généralement, c'est on va dire les petits courtiers offshore ou voilà, dans les îles paradisiaques, généralement ils passent par des courtiers qui jouent ce rôle de prime broker, hein, parce qu'ils n'ont pas accès, ils ont pas assez de volume pour accéder à la Ligue des Champions des courtiers, quoi. Ok, ok. Ok, Ouais, c'est voilà. c'est passionnant. Et donc le dernier point, effectivement, c'est la régulation. Et là, la régulation, c'est quelque chose qui est très compliqué, parce qu'il faut répondre à des tas de critères. Et si on choisit des régulations, on va dire sérieuses, il y en a pas non plus énormément en fait. Si on reste sur le business français ou européen, il faut plaire donc aux autorités de marché du pays, donc l'AMF pour la France, la Banque de France, et puis le pays de régulation. Donc FXFAT par exemple, c'est l'Allemagne. Donc l'autorité de marché d'Allemagne, ça s'appelle la BaFin, et la BaFin, c'est aujourd'hui considéré comme l'autorité de marché la plus sérieuse, on va dire, ou la plus réputée en Europe. Après Brexit, parce qu'avant c'était Londres qui était plus spécialisé, mais depuis le Brexit, maintenant c'est l'Allemagne. Et donc il y a des exigences de capitaux, il y a des exigences multiples auxquelles il faut répondre, et donc tout le monde ne peut pas répondre à toutes ces exigences. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de courtiers qui s'installent à Chypre, par exemple, où ça reste en Europe, mais c'est beaucoup plus flexible, Hmm. euh, ou Malte. Euh, et après, sinon, dans les îles Caïmans, Maldives. Euh, et voilà. Et Ouais. là, c'est vraiment, je pense C'est un autre. en une semaine, tout est carré. Ok. Et justement pour monter un courtier en Europe, très souvent c'est des filiales de d'autres boîtes, j'imagine. C'est rare un mec qui entreprend et qui commence par monter une boîte de courtage, hein. Non, non, oui, c'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup aujourd'hui, des nouveaux, euh, à part des sociétés. Alors, en fait, il y a des un peu comme des néobanques, il y a des néo-courtiers, mais eux, c'est pas du tout de la concurrence, mais je pense à Trade Republic, Hmm. qui ont été créés en 2019. Mais eux, c'est pas du trading, c'est toute une philosophie d'investissement qui paraît bien. Mais voilà, C'est quoi? on est C'est plus vraiment, du DCA, ce genre de choses qu'on a déjà vu peut-être dans le c'est ce jeu. ça, oui, c'est Ouais. des CA, c'est faire vraiment de l'épargne. On n'est pas là on est là pour investir, mais on veut surtout pas. Enfin, ils ont aucun outil pour aider à prendre des décisions. Ok. Le truc est vraiment le plus simpliste du monde. Ouais. Euh, Si je caricature, j'ai 100 balles par mois à mettre sur un ETF, je le mets sur un truc comme ça, quoi. oui, voilà. Oui, si on veut vraiment pas s'intéresser à ça, et qu'on veut mettre de l'épargne tous les mois dans la bourse, c'est plutôt une bonne idée. Euh, voilà. Mais si on veut un petit minimum s'intéresser, et on veut comprendre, analyser, sans devoir forcément devenir le trader ou quoi, parce on a plein de clients qui s'intéressent pas plus que ça, qui sont très passifs, mais ça les intéresse pas de pouvoir analyser qu'avec leur téléphone. Ouais. Hmm. Ils veulent pouvoir comprendre, avoir des vrais graphiques, pouvoir analyser sans pour autant passer 1000 ordres à 50 la seconde. Voilà, Hmm. Hmm. faut, faut, faut pas croire que les clients des courtiers comme nous sont que des spéculateurs fous. Il y a beaucoup d'investisseurs. Donc parce que tout est possible en fait. On peut
on peut faire vraiment du très court terme et être un fou, faire du robot, de trading, ça, mais on peut aussi être passif, faire presque de l'investissement programmé. Donc voilà, c'est toutes ces possibilités. Mais les néo-courtiers comme Trade Republic, Scalable ou Scalable, je sais pas comment on se prononce, mais voilà, ces courtiers-là, eux, ils ont vraiment, ils vont créer un nouveau marché. Voilà, ils sont dans Ouais, une c'est du période. Robin Hood France. Je crois qu'ils sont allemands d'ailleurs, mais c'est Ouais, du Robin Hood européen, quoi. ouais, c'est ça. Ok, ok. Et justement, bah, tu t'as un peu précédé ma question, mais tes clients à toi, ils sont donc, il y en a qui tradent, il y en a qui donc qui rentrent, qui sont très actifs du moins, et il y en a d'autres qui sont un peu plus passifs. Mais est-ce que c'est quoi? C'est des boîtes, c'est des particuliers? Quel est le profil de clients que vous avez chez vous? Majoritairement, ce sont des particuliers. On a de l'épargne, on veut prendre en main son épargne et puis vraiment investir en bourse. On a vraiment surtout des profils de particuliers. Il y a des particuliers aussi qui le font avec leur société quand ils ont une société. C'est un peu plus rare, mais il y en a. Euh, mais voilà, ce sont surtout des particuliers qui veulent spéculer sur les marchés financiers. Ils ont une idée d'action, ils ont une idée sur voilà, le futur de la bourse. Et ils savent qu'en venant chez nous, ils ont la possibilité d'intervenir sur tout type d'opportunités. Euh, donc, mais ce sont en majorité des spéculateurs. Ok. Ceux qui investissent sur du long terme, il y en a, je dirais, 15-20%. Le reste, c'est vraiment des spéculateurs. Ils sont déjà sur une expérience, ils ont déjà eu une expérience ou c'est des débutants entre guillemets, des beginners quand ils arrivent chez vous. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux jeunes qui débutent. En fait, avec le Covid, avec les crypto-monnaies, il y a une nouvelle génération d'investisseurs qui voilà, regardent, s'intéressent, sont arrivés là par hasard et donc ont aucune expérience. euh, et ça les a intéressés et donc on récupère une partie de ce phénomène. Néanmoins, FX Flat, c'est c'est un courtier qui est on n'est pas orienté du tout vers ce genre de profil parce qu'on propose des produits qui sont un peu sophistiqués, qui s'orientent quand même sur des personnes qui ont de l'expérience. On a des outils aussi qui sont quand même assez, voire très sophistiqués. Euh, donc ça, c'est pour répondre à la demande de gens plutôt très expérimentés qui sont en recherche de l'outil, de l'information hyper voilà hyper sophistiquée pour mener à bien leur stratégie. Donc on dit pas non, on refuse pas ceux qui débutent, mais c'est pas vraiment chez nous où ils vont aller. Tu parlais tout à l'heure d'Itoro. C'est plus ce genre de public. Mm. Trade Republic aussi, c'est un public vraiment de débutants. Nous, on n'a pas du tout ce profil. On est vraiment une société, ça fait 25 ans qu'on existe. On n'a pas développé un truc en mode start-up sympa, des belles couleurs, un truc un peu fun et sexy. Nous, c'est un truc un peu à l'ancienne, où notre clientèle, c'est vraiment des gens qui ont plus de 10 ans d'expérience et qui recherchent des produits qui sont pas des produits simplistes. Ils veulent trader des futurs, des options, des choses où c'est quand même, il faut d'une part un certain capital et puis d'autre part certaines connaissances. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est notre type de clientèle. Et justement, t'en parlais là de ces futurs, de ces options, les CFD, tous ces trucs-là. Est-ce que tu peux nous faire un peu un éventail? Alors, il y en a des millions, enfin, il y en a des milliers de possibilités, mais les grands trucs que vous utilisez, alors je dis trucs parce que je ne sais pas comment on appelle ça, c'est des produits dérivés en fait, c'est ça? Oui, des produits financiers, parce que c'est pas Ouais. toujours des produits dérivés, mais c'est des produits financiers. Et donc, le produit financier le plus connu pour les particuliers, c'est le CFD, parce que alors c'est pas un produit qui a été créé pour les particuliers,
mais c'est ce qui s'adapte le mieux aux particuliers parce que ça coûte moins cher. Normalement, les professionnels Ça passent coûte moins par... cher en frais de courtage. Non, ça coûte moins cher. On n'a pas besoin d'avoir 100 000 euros En pour capital. investir. Ok, d'accord, ok. On peut le Enfin, faire c'est plus avec, facile. Ok, parce que ce sont des petits montants. ok. Et ça, c'est pas toujours le cas avec des produits, on va dire, plus traditionnels comme les options, les futurs, où là, faut tout de suite un capital plus important parce que les montants investis au minimum sont assez élevés. Ok. Là, avec un CFD, on peut investir, je sais pas quel est le plus petit montant sur du CFD, mais ça doit être de l'ordre peut-être 100 euros, 200 euros. On peut investir des sommes comme ça sur les marchés. Alors que sur les futurs, c'est tout de suite au moins, je sais pas, genre 10 000 euros ou 50 000 euros. Donc on est vraiment sur une autre gamme. Donc le CFD, c'est le produit le plus populaire pour les particuliers. C'est un produit dérivé qui permet d'investir sur des tas de sous-jacents comme les actions, les indices, les devises, les matières premières, les obligations, les crypto-monnaies. Ça, c'est donc un produit financier, produit aussi dérivé, qui va permettre aussi d'investir des sommes qui sont supérieures au capital déposé. C'est ce De qu'on faire du appelle, levier. voilà, l'effet de levier. Mm. Donc l'effet de levier, attention, warning, c'est très dangereux, il ne faut pas en abuser. Mais ça permet à quelqu'un qui a 10 000 euros sur son compte en banque et qui n'a pas envie de mettre 10 000 euros chez un courtier, il préfère mettre 2 000, et ben il va pouvoir quand même investir 10 000 euros sur le marché parce qu'on lui donne un effet de levier, c'est-à-dire que en fait tout ce qu'il investit, c'est le courtier qui le fait pour lui et lui prend les gains et les pertes. Tu me suis ou pas? Très bien, très bien, très bien. Euh, voilà, ça donne cette possibilité-là. Il peut pas Néanmoins, avec 2 000 euros, il ne peut pas investir 3 millions. Mm. C'est quand même limité l'effet de levier. Mais voilà, il y a cette possibilité-là, donc ce qui lui permet d'investir sur différents supports sans avoir besoin de mettre tout le capital requis euh, pour, euh, pour investir. Voilà. Et là-dessus, on est d'accord sur le CFD. J'achète pas directement l'action ou j'achète pas directement la devise. J'achète un contrat qui réplique Mhm. un petit peu ça. En fait, c'est ça un peu l'idée, non? C'est ça. Produit Ok. dérivé, c'est ça en fait, on possède rien. C'est un peu virtuel. On spécule sur vraiment la hausse ou la baisse, mais si on parle d'action, on n'est pas actionnaire, il n'y a pas de droit de Mm. vote. euh, Il y a du on est, dividende? Non, même pas. S'il y a des dividendes, mais on n'a pas cette action. Voilà, on ne possède pas une action, on n'est pas un actionnaire Est-ce que le courtier, lui, il la possède? non plus, Ok. Donc en fait, il peut y avoir plus d'actions, il peut y avoir plus de volume sur des actions que d'actions réellement sur le marché, bien sûr. grâce au CFD, etc. Et donc, ok. Et donc pour la répartition des dividendes, j'imagine que c'est une vraie galère. Mais du coup, ok. Le marché des produits dérivés, c'est un marché qui a explosé. Et donc, il y a beaucoup plus de volume sur les produits dérivés, sur le marché des dérivés, que sur le marché, on va dire, normal, classique. C'est qu'en fait, des produits dérivés, on peut dériver tout. On peut dériver n'importe quoi et tout créer. Et ce qui a fait, ça a été un peu la folie euh, des marchés financiers et ce qui a provoqué, entre autres, la chute, la crise de 2008, c'est en partie parce que on a fait deux produits dérivés, et qu'en fait le truc s'est complètement emballé et ça devenait complètement artificiel. Et c'est un peu aussi comme ça qu'on crée des bulles, c'est que on met de la valeur sur quelque chose qui finalement vaut pas tant que ça. Mais le marché des dérivés, en fait, parfois fait monter la valeur d'un instrument qui va bien au-delà de sa vraie valeur intrinsèque. Euh, donc, euh, donc le marché des dérivés, c'est généralement ce qui est utilisé pour investir en bourse parce que ça donne beaucoup plus de possibilités, ça donne beaucoup plus de leviers. Euh, voilà. Mais donc ça, c'est intéressant de le savoir. Après, bon, c'en est presque anecdotique. C'était les deux questions que j'avais. C'était par rapport à un CFD où je possède pas réellement l'action. Est-ce que je peux avoir des dividendes? Est-ce que ça a un impact sur son prix quand j'en achète beaucoup ou quand j'en vends beaucoup? Sur le prix de l'action sous-jacente. Donc apparemment, tu me dis oui. Il y a directement un impact des deux.
Ah bah oui, parce qu'on quand même on achète, enfin on parle de cette action-là. Donc donc c'est sûr que quand tu vas acheter, il y aura un impact, hein. C'est toujours la même histoire d'offre et de demande, hein. Le prix du CFD va répliquer le prix de la vraie action. Si on prend, je sais pas, LVMH, LVMH, soit on l'achète en PEA, mais soit on l'achète sur du CFD. Mais on peut également l'acheter sur des options. On peut également l'acheter sur des turbos. Voilà, il y a des tas de produits qui vont voilà, dériver de ce truc-là. Mais on peut le faire de plein de manières parce qu'on il y a plus de possibilités. Comme je disais, on peut faire du levier, on peut vendre à découvert, on peut voilà faire des tas de choses avec des produits dérivés. Ok, donc il y a le CFD. Et ensuite, tu disais tout à l'heure, tu parlais du futur. Futur, c'est comme le CFD, mais pour un peu les pros. Euh, c'est euh, c'est un produit dérivé aussi, mais sauf que c'est un produit. Bon, j'espère qu'on va pas perdre l'audience là-dessus, mais c'est parce que c'est des petites subtilités. Le futur, c'est un marché centralisé, c'est-à-dire qu'il y a une place dans laquelle vont, dans lequel vont toutes les transactions. Ok. Donc moi, si j'achète le futur CAC 40 euh, chez FX Flat, ça va aller, ma transaction elle va aller dans un endroit. Mais si je le faisais avec un autre courtier, la transaction va aller au même endroit. Ok, En fait, c'est centralisé. Il y a une place financière qui accueille toutes les transactions futures CAC 40. Alors CAC 40, c'est un indice boursier parce que voilà, ça se fait habituellement sur ce genre de produit. Euh, le CFD, lui, c'est un produit qui n'est pas centralisé. Donc l'inverse de ne pas centraliser, on va dire c'est décentralisé, mais en bourse, on appelle ça de gré à gré, un marché OTC, over the counter pour l'anglais. Euh, Marché de gré à gré, ça veut dire que chacun c'est le marché de chacun. Donc chez FX Flat, vous serez sur le marché d'FX Flat. ok. La transaction ira chez FX Flat. Il n'ira pas dans Mais la le place prix sera centrale. le prix globalisé par contre. Non, ce sera le prix du courtier. Vu que c'est son marché, Ok, c'est son prix. ok, Généralement, tout le monde a le même prix. Mais il y a des petites différences. Si vous faites chez FX Flat l'action totale en CFD, si tu achètes l'action totale chez FX Flat, l'action, tu vas l'acheter sur le marché d'FX Flat. Si tu le fais chez eToro, ça ira chez eToro. Le prix sera presque le même, mais pas exactement le même. et tu peux arbitrer d'un courtier à l'autre avec le même. Oui, il y en a qui le font. Euh, alors normalement, il y a, il y a franchement pas de différence. C'est compliqué d'arbitrer. Hmm. Néanmoins, il y a euh, de la latence entre chaque courtier. Donc quand le prix passe de 5 à 6, on va dire sur le marché, bah tout le monde ne va pas le faire en même temps. On a l'impression qu'ils le font en même temps, mais il y a des quelques millièmes ou dizaines de secondes de différence. Et tu as des gens qui s'amusent à jouer sur cette latence-là. On appelle ça de l'arbitrage de latence. Il faut évidemment des robots pour ça. Il faut une très bonne connexion Internet, mais voire une connexion VPN placée à côté de Hmm. la bourse à Londres généralement, enfin des serveurs. Euh, et donc là, il peut jouer sur la latence. C'est de la triche. Et quand le Ok. courtier repère ça, il doit évidemment le bannir parce que cette personne peut faire exploser la banque. Parce qu'il spécule pas, il triche sur la latence du courtier. D'accord, je Et savais pas que c'était interdit. Ok. Enfin, je savais pas que c'était possible et je savais pas que ça pouvait être interdit. Mais oui, en effet, c'est vrai que si tu prends x millième de pourcent sur chaque transac ou en fait, tu as chaque truc, ça peut 100% de devenir. réussite, hein. Toutes les transactions que tu fais, tu gagnes. Moi, j'ai été en contact avec quelqu'un qui faisait ça, Ok. un génie informatique euh, qui faisait de l'arbitrage de latence et il se faisait virer de tous les courtiers parce que il n'arrêtait pas de le faire. Et donc il est passé par nous. On savait qu'il faisait un peu de l'arbitrage de latence, mais il le montrait pas. Enfin, il a été très malin. Et puis un matin, je suis arrivé, et puis il avait pris 200 000 euros en une heure. Mais il le fait parce qu'il est malin, il le fait la nuit, parce qu'il y a moins de surveillance et tout ça. Et voilà.
Et ça, le problème, c'est que 200 000 euros, c'est au courtier qui le prend parce qu'il le fait sur du CFD. Et vu que c'est le marché du courtier, bah, c'est le courtier qui lui rend cet argent. C'est pour ça qu'il l'interdit parce que c'est impossible en fait de couvrir ce genre de transaction. Ça va trop vite et donc c'est ingérable. Donc Mm. les courtiers ne peuvent pas accepter. C'est dans les conditions. Enfin, je pense pas que ce soit dans les conditions générales de dire on n'accepte pas les gens qui font de l'arbitrage de latence. Mais dans les conditions générales, on peut virer n'importe qui quand on veut sans donner la raison. Ok. Et donc, il y a beaucoup de personnes comme ça qui font de l'arbitrage de latence, qui essayent d'être cachées et tout ça. Enfin bref. C'était une petite Oui. parenthèse, mais j'ai toujours été fasciné en fait par déjà, je sais pas comment ils arrivaient à faire ça, quel genre d'outils ils utilisaient ouais ouais c'est impressionnant. Le mec en question, il avait une antenne de je sais pas de 10 mètres au-dessus de sa maison, un truc voilà, et qui était enfin, hyper poussé technologiquement parce que il fallait être le plus rapide possible. Il avait Euh, un cancer à chaque organe, mais au moins il gagnait 200 000 euros par heure, quoi. exactement ouais. Ok, génial. Ok, cool. Bah du coup, ça précède un peu la question qu'on avait préparée. Hein. C'est l'image du courtier au cinéma, parce que ça pourrait être un scénario de film. On est d'accord. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, l'histoire de celui qui a battu la banque. Ouais, bah, Du, l'image, du coup, elle vous fait du bien ou pas cette image euh, elle permet bah, peut-être de recruter des beaux profils qui voient ça et qui ont envie de devenir courtier. Peut-être que toi, c'était ton cas d'ailleurs, je sais pas. Mais est-ce qu'elle fait du bien au niveau des clients ou pas? en fait, ça participe au côté fascination et fantasme qu'il y a du milieu de la finance en général, de l'argent. En fait, il y a aucun film a priori qui donne une bonne image. Ça donne toujours, ça donne toujours l'image du fantasme des gens de la finance qui arnaquent les gens euh, qui fait de l'argent sur leur dos, etc. Donc non, non, ça a jamais été très très bon. Soit ça ne fait pas grand-chose, soit, mais voilà, Après, je suis pas là pour dire que les courtiers sont gentils Non, et mais qu'on à fait du côté de bien aux ça, gens, hein. donne-moi un seul nom de film qui met en valeur ne serait-ce qu'un entrepreneur même plus classique qui n'est pas dans la finance. T'as le mec de McDo, il se fait déboîter, il passe pour un escroc. T'as le gars de chez WeWork il passe pour un malade mental complètement hystérique. Le gars de chez Uber Ouais, Uber, ouais. il passe aussi pareil pour un tyran. Pareil pour Zuckerberg dans Social Network. Il n'y a aucun film sur l'entrepreneuriat de manière générale. Alors pourquoi Bah c'est vrai que non, dans la ça intéresse pas parce qu'il faut toujours un côté oui. un peu sulfureux. Mais bon, ça c'est l'objectif un peu du cinéma. Et ça reste du divertissement, faut pas l'oublier. C'est le cinéma, c'est du divertissement, c'est pas toujours la réalité. Et quand ils veulent reprendre l'histoire de Zuckerberg, euh, ils y apportent toujours une touche un peu sexy ou quoi. Au final, moi je me souviens, ce film-là m'avait vraiment marqué. J'étais allé le voir 2 fois au cinéma et Zuckerberg avait dit que, à part ses suites et ses claquettes, il y avait vraiment pas grand-chose de réel. Hem, donc c'est toujours inspiré de faits réels. Il a effectivement créé un truc, il a effectivement créé un réseau social, mais après tout le reste où c'est un enfoiré bon, en tout cas, on sait pas si c'est vrai. Lui dit que ça ne l'est pas. En tout cas, moi de ce que je sais des films sur la finance, il y a, il y a, en fait, il y a un petit peu de vrai, mais ce qu'on veut montrer, c'est le côté surtout euh, sulfureux et tout ça, et ça, bon, c'est pas forcément la réalité. Et alors si on doit choisir, admettons un film que tu as bien aimé, qui explique un peu le métier de courtier ou même si le caricature, ça nous donne quand même une image cool. Est-ce qu'il y en a? On est loin de tout sinon. Le loup de Wall Street, c'est un courtier. Enfin, il crée un courtier. Sauf que c'est vraiment à l'ancienne, parce que les trucs se font par téléphone. Mon métier, parfois quand je l'explique, c'est est-ce que tu as regardé le Loup de Wall Street? Oui, bah on fait pareil, sauf que ça se fait pas par téléphone, tout se fait électroniquement. Voilà, c'est un peu ça le métier de courtier. Ils donnent accès à des actions. Après, ils le font
manière un peu, c'est un peu parfois de l'arnaque. Mais bon, voilà, c'est ça le métier. Après, moi, en film que je trouve vraiment bien, euh, qui explique pas forcément ce milieu-là, mais que je trouve hyper intéressant, c'est The Big Short, qui est vraiment, je trouve, un film, Mon film préféré. ouais, qui est super. C'est Mm. un peu trop compliqué, je trouve, euh, mais euh, mais vraiment très bien fait, bien expliqué. Et puis les histoires sont, je trouve, incroyables. Et puis un casting un peu de rêve, donc ça c'est vraiment bien. Et récemment sur Netflix, c'est un truc qui est sorti sur l'histoire de Robin Hood et, euh, et qui est pas mal du tout. Enfin sur l'histoire, pardon, pas de Robin Hood, de GameStop. Mm. Et ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais pareil, hein, ça donne vraiment une mauvaise image de Robin Hood et du coup des courtiers. À nouveau, il y a une mauvaise image, mais, euh, mais voilà, ça c'est un truc que je recommande pour quelque chose de plus récent. L'histoire de GameStop, j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais, vraiment une histoire très particulière et Pour le coup, en plus, c'est vachement bien parce il y a pas mal de témoignages justement des porteurs, des investisseurs, et je trouve ça Hmm. intéressant. Et on voit vraiment que c'est des gens normaux. Alors normaux américains, c'est quand même anormal pour nous. Il y en a quand même qui sont un peu chelous, hein. Mais ils sont tous très attachants et on voit en fait que c'est surtout pas des pros de la finance et que pour la majorité d'entre eux, s'il fallait redémarrer, s'il fallait refaire un coup, ils le feraient quoi. Et Hmm. mais en effet, ça, il y a un peu le vilain capitaliste d'un côté et puis le petit porteur de l'autre, ça c'est Hmm. clair. Mais il y a peut-être une part de vrai dans cette histoire, ouais, non, j'ai beaucoup aimé aussi ce truc-là, c'était vraiment intéressant. Hmm. Donc l'image au cinéma, pas ouf. Au niveau, toi, des gens, est-ce que tu remarques si, comment dire, euh, ça reste quand même un moteur de clientèle, le cinéma et l'image que ça en a? Parce qu'il y en a qui font les apprentis traders, il y en a qui, est-ce que du coup derrière la question qui vient, c'est est-ce qu'il y a des gens qui perdent de l'argent parce qu'en fait ils ont voulu faire comme dans les films? Non, je pense pas qu'ils aient voulu faire comme parce qu'un investisseur, il est tout seul. Celui qui veut faire dans les celui qui veut faire comme dans les films, c'est celui qui travaille dans une banque, dans une salle de marché, et là, il peut faire comme dans les films. Euh, mais celui qui est tout seul, alors oui, il y en a, il y en a, c'est clair, ils veulent reproduire un petit peu leur fantasme d'avoir plein d'écrans chez eux, d'être hyper connecté et tout ça, d'avoir BFM Business dans un coin, d'avoir des tas de graphiques, ça c'est le rêve. On regarde de toute façon sur les réseaux sociaux, voilà, ceux qui veulent un peu vendre du rêve, ils montent toujours quoi? Toujours plein d'écrans, plein de graphiques, c'est compliqué. Parce que ça, c'est un vrai fantasme de ah c'est hyper fascinant en fait. Et donc euh, ils veulent tous reproduire ce schéma-là. Alors, je dis pas que c'est inutile, hein, parce que avoir plein d'écrans, ça peut être utile, hein, c'est pas nécessaire du tout. On se débrouille très bien avec un PC portable. Il faut pas non plus trop. On se débrouille pas avec un téléphone. On se débrouille pas trop avec une tablette. Ça, c'est un vrai problème aussi parce que maintenant, tu as plus de la moitié des ordres qui sont passés depuis un téléphone. Ok. Donc, ça veut dire quand même que il y a de la spéculation jeu dans les investisseurs. Les gens, on voit quand même que s'ils le font qu'avec leur téléphone, c'est qu'ils sont en train de jouer. Donc ça, pour le coup, bon, ils font ce qu'ils veulent, mais euh, a priori, ça ne marche pas. Enfin, on n'analyse pas bien avec un téléphone. Non, mais Donc, ce faut qui est quand même. intéressant, c'est que ton point de vue, toi, de pro du truc, où en fait tu pourrais dire le mec il a investi sur son téléphone, il a pas fait l'effort nécessaire pour rentrer au bon moment, faire une bonne analyse et tout, parce qu'il a fait sur son téléphone, peut-être assis sur les chiottes, en train de passer un ordre. Et toi, tu pourrais dire, ok, ben génial, parce que dans tous les cas, il va perdre ses sous et je vais gagner. Et pour toi, c'est pas le genre de client que tu veux, tu vois. C'est ce que je comprends un peu dans ce que tu dis. Non, alors non, parce que C'est du court terme en fait, ça. alors, oui, et puis non, pardon. En fait, ça c'est pareil. Alors ça, c'est un autre sujet, mais les courtiers ne gagnent pas toujours sur les pertes des clients. C'est souvent ça. Parce que avec le CFD en particulier, parce que c'est son produit, c'est son marché, donc la contrepartie c'est le courtier. Mais là, il y a deux types de courtiers. Il y a celui qui va gagner sur du coup les potentielles pertes de ses clients, et il y a celui qui va vraiment jouer l'intermédiaire, c'est-à-dire que l'ordre qu'il le reçoit, il le transmet automatiquement à, à une banque.
Enfin, on appelle ça un fournisseur de prix, qui sont généralement des banques ou des sociétés spécialisées. Mais voilà, donc cette deuxième catégorie de courtier, c'est FX Flat. Donc, donc nous, que le client gagne, perde, ça revient au même pour nous. Nous, on a gagné sur une commission dès qu'il a passé sa transaction. Après, le sort décide, nous, ça ne changera rien à notre vie. Donc vous êtes plus de l'ordre bout du service en fait, si on doit Bah, analyser. c'est plutôt de l'intermédiaire. Ouais, voilà. Mais en fait, ce qui devrait être le cas de tous les courtiers. Parce qu'un courtier, c'est un intermédiaire. Quand tu fais un courtier en prêt immobilier, le prêt immobilier, tu le fais à une banque, tu le fais pas au courtier en fait, parce que là, du coup, bah, c'est un courtier ou c'est une banque. Et en fait, c'est là où je, je pense que tous les courtiers devraient être comme ça. Sauf que quelqu'un qui dépose 10 000 euros, qui investit 10 000 euros, qui perd 10 000 euros, après, je sais pas, on va dire un an, euh, pour un courtier comme nous, il a généré des commissions qui vont représenter, je sais pas, on va dire 500 euros. Euh, donc on va gagner 500 euros. Pour celui qui va être contrepartie, qui va gagner sur ses pertes, bah lui, il aura gagné 10 000 euros. Il y a quand même une énorme différence en termes de revenus. Et c'est pour ça que la plupart des courtiers aiment bien être la contrepartie, gagner sur les pertes potentielles des clients parce qu'ils estiment que d'une part, la majorité va perdre, Ce qui est le cas factuellement. On ce qui sait est le cas, que, ouais. ce qui est même une grande majorité perd sur les marchés. Donc, il va jouer sur ce côté où là, effectivement, ça paraît un peu malsain comme système. Euh, Maintenant, bon, euh, il perd sur les pertes des clients. Si c'est pas lui, c'est la banque, parce que nous, on perd pas sur les pertes de nos clients, mais on envoie sur une banque qui, elle, va le faire. Donc, nous, on joue ce rôle d'intermédiaire, mais à la fin, il y a toujours une contrepartie. Et pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant. Donc, c'est un jeu à somme nulle. Mais moi, je trouve que c'est mieux quand même que ce soit pas le courtier qui le fasse, parce que le courtier, il a accès aux données du client, il a accès à ses ordres, il a accès à trop d'informations, qui fait qu'il y a un conflit d'intérêt, je trouve, qui est énorme et qui pourrait amener le courtier à faire des choses un peu curieuses, et ce qui amène, je trouve, à un certain fantasme qui s'est avéré, qui s'est parfois avéré sur les courtiers qui, grâce au fait d'être contrepartie des clients et d'avoir accès à toutes les données des ordres, bah, peut essayer de manipuler un peu le cours enfin le prix du CFD, d'une action par exemple, mais un petit peu pour faire perdre le client. Donc pour lui Euh, faire jouer son stop éventuellement ou quelque chose comme ça. voilà, alors, je voulais pas rentrer dans ce détail-là, mais Non, mais de toute voilà, façon, c'est 47 minutes, tous ceux qui ont, soit ils sont endormis, ceux qui pouvaient pas tenir le coup, soit ils sont partis. Donc là, c'est bon, on est entre nous, on peut. Euh, mais donc ouais, c'est ça en fait. Il y en a donc ok. Et ça, parce qu'en fait, bon, pour ceux qui quand même essaient de tenir le coup sans avoir la notion, en fait, très souvent, on conseille de, quand on rentre sur une position, de définir à quel point on veut sortir quand ça redescend. C'est ça un petit peu, si je le vulgarise au max. Mhm. Oui, oui, ça en fait, ça c'est génial chez les courtiers. Par exemple, sur les banques, ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand tu achètes une action, tu peux décider automatiquement de dire, voilà, si je perds 10 euros, automatiquement la position se ferme. Et on peut, c'est ce qui s'appelle un stop. C'est-à-dire que tu décides à l'avance que à tant de pertes, ça s'arrête. Sinon, bah, ça ne s'arrête jamais. Et donc, étant donné que tu mets un stop, c'est-à-dire que tu indiques au courtier, bon bah voilà, à ce prix-là, la position tu la fermes automatiquement, bah lui sait que si le prix là, il arrive là, et ben il a perdu ses 10 euros, et du coup, bah moi je les ai gagnés les 10 euros. Donc C'est un peu comme si je veux négocier une bagnole qui est affichée à 10 000 ou qui est affichée à 15 000 et que je dis au gars, j'en veux 10 000. Et il va me dire non. Je dis ok, mais je suis prêt à aller jusqu'à 13, donc du coup je vous propose 11, puis 12, puis et le gars ouais, il va aller jusqu'à exactement. 13. C'est un petit peu ça l'idée quoi. Mais c'est Mm. ça. Donc cette information que les investisseurs donnent aux courtiers, quand le courtier est contreparti, bon, je dis pas qu'il va le faire à chaque fois, peut-être qu'il le fait jamais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un fantasme qui parfois vraiment s'est avéré, parce qu'on a vu des courtiers faire des trucs trop bizarres. Alors comment Euh, ils le font? Ils peuvent pas manipuler le cours, ils peuvent pas changer l'information en base de données. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre, ils vont avoir
un contact qui va prendre une position assez importante qui va faire bouger le cours ou ils vont carrément manipuler le graphique et dans ce cas-là, c'est clairement la création d'infos. Bah ouais, c'est ça, hein. En fait, parfois, tu vois, sur des courtiers, t'as le prix. Alors le prix, il fait, je sais pas, il est à 10 euros, et puis voilà, ça bouge pas. Et pendant une demi-seconde, le prix, il a fait 10 euros, 5 euros, 10 euros. Mm. Voilà. C'est ce qu'on appelle des espèces de mèches, de spike. Euh, et bien ça, parfois, on l'a vu chez certains courtiers. Et c'est à se demander si, alors c'est pas toujours le fait de aller il aller chercher les stops et ça, mais peut-être que parfois c'est aussi la banque qui a donné un mauvais prix. Parfois c'est juste un problème technique, parce que ça peut arriver tout le temps et c'est pas toujours de la manipulation avérée, mais il peut faire ce genre de move. Et le problème c'est que a priori tu peux pas faire grand chose parce que toi tu es sur le marché du courtier, il fait ce qu'il veut. Et son but, c'est quand même pas d'arnaquer les gens, sinon il y aurait plus personne. Mais c'est vrai que parfois, quand il y a beaucoup de volatilité, eh bien, je sais que quand le marché, je sais pas, il y a une crise, ça fait moins 400 points sur le S&P 500. Bah, le moins 400 points sur le marché, bah lui, il a fait un petit moins 600 points, mais voilà, personne n'a vu. Parce qu'on a vu que c'était une grosse chute, mais lui, il Mm. l'a un petit peu exagéré. Voilà. Il y a des courtiers qui proposent, euh, qui cotent, enfin qui, quand le marché est fermé, ils continuent de proposer ce marché. Donc tu peux acheter l'action totale alors que le marché est fermé. Donc il n'y a aucun marché de référence, mais lui il le fait. Et ça, là il fait vraiment ce qu'il veut pour le coup. Donc c'est possible. C'est pour ça que voilà, ce conflit d'intérêts, il y a plein de courtiers. Euh, je déconseille quand même un petit peu ce genre de courtier. C'est pas toujours des courtiers arnaqueurs, offshore et tout ça. T'as des courtiers très sérieux en France qui font ça. Et, euh, et voilà. Même si c'est Très une bien. concurrence pour moi, c'est vrai que c'est pas vraiment je recommanderais pas ce type de courtier parce que déjà qu'il y a une majorité de gens qui perdent et c'est compliqué de gagner sur les marchés. Si en plus il y a un courtier derrière où t'es pas sûr s'il va te la Mm. mettre à l'envers, Si les deux sont pipés, exactement. Bah ouais. ouais, ça prend envie. Ok, ok. Bah du coup, on a parlé de plein de trucs qui font flipper. Alors, donc maintenant, je te propose qu'on fasse un peu toi, ce que tu peux recommander comme acte de vigilance pour choisir son courtier. Alors, toi aussi là, tu vas être jugé parti parce que t'as FX Flat et après tu vas pouvoir nous en parler de ce que tu proposes. Mais déjà de base comme ça, quels sont pour toi les indicateurs, vraiment les red flags ou au contraire les bons points qu'on peut retrouver chez un courtier qui peut nous voilà qui peuvent nous aider à prendre une décision raisonnable. Bah, c'est assez simple déjà. Le courtier par lequel tu veux passer, premièrement, déjà, il faut que tu regardes où il est régulé. Il faut qu'il soit régulé en Europe. Parce que s'il n'est pas régulé en Europe, déjà, il n'a pas le droit de t'onboarder. Et s'il le fait, c'est qu'il est un peu hors loi et donc déjà, c'est très border. Donc déjà, très simple, tu regardes où il est régulé, tu essaies de trouver un pays en Europe, n'importe lequel, le Luxembourg, l'Allemagne, la France, ça. Il y a Chypre aussi qui existe. Bon, voilà. Euh, on recommande moins, mais ça va. Euh, Deuxième chose, si tu peux te donner le luxe de passer par un courtier qui a des bureaux en France, ça c'est quand même très très bien. Euh, Parce que voilà, s'il y a un souci, ils sont là. Si tu veux les rencontrer, ils sont là. Enfin voilà, même si on est sur du business 100% en ligne, il y a il y a quelques courtiers, ça se compte un peu sur les doigts d'une main, mais qui ont des bureaux en France. Donc ça, pour moi, c'est un truc qui est hyper important. Euh, et puis après, euh, déjà quand tu as ces deux choses-là, tu as un courtier qui est physiquement en France, qui est régulé du coup en Europe, et ça c'est obligatoire. À partir du moment où il a un bureau en France, en fait, c'est sûr qu'il va avoir une régulation au moins dans le pays dans lequel il est. Euh, donc déjà, tout ce qui est un peu arnaque ou le truc est pas sérieux, ça t'enlève quasiment, c'est quasiment garanti que t'enlèves toute cette partie où t'as peur, tu vas peut-être pas retrouver ton argent, ça c'est bon. Donc ça c'est vraiment le point principal. Après, si tu veux faire par exemple du CFD, euh,
bah là, il faut essayer de trouver un courtier qui ne joue pas le rôle de contrepartie directe où là, il est ce qu'on appelle market maker. C'est lui qui gère vraiment la contrepartie. Ça, si tu peux l'éviter, c'est bien. Et là, tu passes par Comment on des peut le savoir, ça d'ailleurs? c'est pas simple, faut demander. Ok. Mais je sais que par exemple pour FXFlat, parce qu'après j'ai pas envie de parler pour les autres, mais je sais que pour FXFlat, hein, c'est écrit dans, je pense, les conditions générales que c'est un broker qui est de type STP. Et un broker STP, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu, ça veut en gros dire que c'est un intermédiaire pur et dur. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'être contrepartie des ordres. Voilà. Donc ça, c'est STP. Il y a aussi No Dealing Desk. Ça existe un peu moins, mais voilà, c'est ce type-là de courtier ou vraiment pur intermédiaire. Euh, Après, c'est en fonction du profil, en fonction de ce qu'on veut faire, parce qu'il y a des courtiers. Bon, les CFD c'est bien, c'est très bien, mais il y en a qui n'aiment pas parce que voilà, il y a pas mal de trucs qui manquent par rapport, on va dire, au marché centralisé. Donc après, il faut trouver le courtier qui propose les bons produits, qui correspondent bien à ce qu'on veut faire. Donc des courtiers qui proposent par exemple des futurs, des options, ça, il y en a très 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 peu. Donc voilà, il faut aussi avoir un courtier qui a les bons produits par rapport à ce qu'on veut faire. Et quand on débute, c'est aussi très important, je trouve, vraiment de choisir un courtier qui est en France et qui fait des formations, parce que ça arrive assez souvent que le courtier propose un côté un peu éducatif. Et puis à tout moment, en fait, enfin, je sais que pour nous c'est le cas. Je suppose que ça doit être la même chose aussi pour les autres courtiers installés en France, c'est que à tout moment, tu décroches ton téléphone et tu dis voilà, je suis devant ma plateforme, il y a ça, j'ai pas compris, expliquez-moi pourquoi est-ce que le machin monte, pourquoi est-ce que ça baisse, comment on fait pour faire ci, pour faire ça. Tu peux pas, si t'as pas un courtier qui est en France, tu peux pas faire ça. Donc quand tu débutes, pour moi, c'est vraiment inévitable. Tu es obligé de faire ça parce que tu es là pour apprendre d'abord. Et donc pour apprendre, tu as besoin d'avoir des professionnels que tu peux contacter à tout moment. Et, euh, et je sais que nous, on fait ça, on répond, à- même si on n'a pas beaucoup de débutants, ceux qui le sont. Le téléphone, quand ils veulent, les portes, hein. On a une politique de porte ouverte. À tout moment, les gens viennent et ça arrive qu'ils viennent. Et, euh, et pas que des débutants, mais en tout cas, s'ils veulent comprendre, apprendre, voilà, ils arrivent et ils viennent et puis on leur explique. Et c'est sûr que passer 1 heure dans les bureaux avec nous, c'est 10 heures de vidéos sur YouTube. Clairement. Ça Et marque, hein. donc, vaut mieux choisir un meilleur accompagnement que des frais vraiment ras des pâquerettes. Quoique, c'est peut-être pas, ça se pose peut-être pas d'ailleurs. En fait, j'ai pas parlé de frais encore parce que aujourd'hui, tout le monde propose à peu près la même chose en termes de frais. Ok. Tout le monde a cassé les prix. Euh, Maintenant, ça vaut plus rien. Tout le monde se tire la bourre de zéro commission, machin. Voilà, on en fait partie. Mais je sais que tout le monde a voulu tirer sur le fait, ah, on est moins cher, on est 1% moins cher, on est 1,05% moins cher. Bon, voilà, en fait, tout le monde a fait ça. Aujourd'hui, tous les courtiers proposent des frais qui sont vraiment très très bas, c'est bien. Mais après, de jouer, enfin d'avoir cet argument-là, je trouve que ça n'a aucun sens parce que là, on parle vraiment on est sur des centimes de différence. C'est pas ça c'est pas en allant chez un courtier euh, où tu vas payer 5% de moins. C'est pas ça qui va faire de toi un gagnant si tu débutes et que personne n'est là pour t'accompagner. Je veux dire, c'est pas parce que tu vas payer moins cher que tu vas gagner plus d'argent. Si t'as pas de formation, si t'es pas aidé, dans les deux cas, tu perdras. Donc, je préfère payer 5 fois plus mais gagner plutôt que de payer 5 fois moins et perdre. Clairement. C'est très clair. Et justement, chez FXPlat, du coup, si on veut se renseigner, si on veut voir ce que vous faites, où est-ce qu'on peut vous retrouver, comment on peut rentrer en contact? Bon, très facilement. Nous, on est à Paris, donc on a des bureaux rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc, porte ouverte, à tout moment, on peut venir nous rencontrer. Après, il y a le site FXFlat, on est sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux, TikTok compris, Telegram Ah, compris. Ouais, on s'est lancé sur TikTok. Il y a des petites vidéos sympas. Et,
Et voilà, après c'est téléphone, email, enfin voilà, on peut vraiment, on ouvre toutes les portes pour justement nous contacter. Client, pas client, rendez-vous, pas rendez-vous, je veux dire tout le monde est le bienvenu. Donc on est quand même à ce niveau-là très ouvert. Euh, pour la partie francophone, on est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Mais sinon, pour le courtier, c'est ouvert 24 heures sur 24. Mais après, au-delà des heures, on va dire françaises, vous tombez directement sur le siège en Allemagne, où là, ce sera soit en allemand, soit en anglais. D'accord, très cool. Et est-ce que justement, bon, on a parlé de beaucoup de choses techniques, etc. On a parlé de plein de trucs. Est-ce que il y a une question que je t'ai pas posée que j'aurais dû te poser? Un truc sur lequel on aurait dû passer du temps et... Euh, Bah oui, après, il y a des anecdotes dont on peut parler. Moi, j'aime bien parler aussi de ça parce que, comme tu disais tout à l'heure, bon, on a parlé de plein de trucs flippants. Les gens perdent, se faire arnaquer, la mauvaise image, enfin, c'est quand même assez négatif. Euh, Il y a quand même des choses positives. Il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Euh, Ils sont pas toujours des professionnels, sont pas toujours des gens qui ont 50, 30 ans d'expérience. Euh, Ça peut se faire sur du CFD. Euh, Il n'y a pas besoin d'avoir des millions sur un compte pour gagner beaucoup. C'est sûr que c'est plus simple, mais là c'est juste une petite note un peu d'espoir que je veux donner. Euh, et, euh, et aussi le côté ceux qui gagnent sur les marchés, généralement, ils font tous à peu près la même chose. Ils font ce qu'on appelle en fait, c'est une stratégie un peu de long terme. Mais en fait, il n'y a pas de secret. Moi, ça qui est bien chez les coursiers, c'est qu'on sait qui gagne, qui perd. Il n'y a pas de bluff et tout ça. Genre les réseaux sociaux, on a l'impression qu'ils gagnent, mais en fait pas du tout. On ne sait pas vraiment. Nous, on sait qui gagne vraiment et comment ils le font. Et assez curieusement, il n'y a pas en fait, il n'y a pas, il y a rien de fou, hein. La plupart du temps, ils font sur des devises, sur de l'euro-dollar. Ils font J'aurais du, jamais pensé. ils font du long terme. Et voilà. Avec un levier, mais assez limité. C'est rare qu'ils prennent un levier supérieur à 5. Mais voilà, ceux qui font vraiment beaucoup d'argent, euh, la plupart du temps, c'est là-dessus. Euh, À contrario, ceux qui perdent le plus, c'est vraiment ceux qui font beaucoup de très 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 court terme. Typiquement, faire du scalping sur du DAX. Ça, il y en a plein qui adorent faire ça. Parce que c'est vrai que c'est un peu excitant, ça va vite et tout ça. Mais honnêtement, je vois très très peu de gens gagner sur ce genre de stratégie parce que c'est un peu du casino quand même. Donc il y a peut-être des techniques, il y en a qui s'en sortent, mais franchement c'est beaucoup de stress, c'est assez compliqué et euh, et faire des petits gains, petits gains, petits gains, petits gains, petits gains, c'est bien, mais celui qui fait juste un gros gain, bah c'est des centaines de petits gains, donc et puis lui c'est pas trop pris la tête. Donc Mm. ça, euh, du trading sur de la tendance, on suit la tendance, on fait du long terme sans trop de levier, tout ça. Ça, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Je dis juste que moi je veux pas donner de De, conseils de de, stratégie, mais de, je vous dis juste ce de que ce je que tu vois. remarques, Ouais, ce que je ouais. vois. Bah, c'est comme ça. Donc, euh, mais à nouveau, toute stratégie peut marcher. L'important, c'est qui le fait et comment il le fait. Il y a de la psychologie quand même qui rentre beaucoup en jeu. Il y a de la technique, certes, mais après, il y a beaucoup de mental. Moi, j'ai vu des tas de personnes qui connaissent hyper bien les marchés. C'est des pointures, ils sont trop forts. Vraiment, je les admire. Par contre, sur le trading, ils font n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas de mental. Mm. Et à contrario, il y a des gens, je me dis, putain, c'est incroyable comment le mec, je vois des gens gagner des sommes assez, bon, parfois un peu hallucinantes. Tu lui parles et tout ça, bah, alors comment vous faites? Puis, en fait, en discutant, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Le mec peut pas connaître aussi mal les marchés. Peut pas être Et gagner autant. Mm. aussi Ouais. débutant, aussi comme ça. Non, non, en fait, il y a une psychologie hyper bonne, il est hyper solide.
Et ça a été une vraie leçon, ou en tout cas, ça a prouvé que la psychologie, ça joue beaucoup. Et il faut vraiment se connaître bien pour se lancer. Et inutile, c'est pour ça que je disais, ça sert à rien d'avoir tous les outils du monde, les plus grands graphiques, les plus grands écrans et tout ça. Si dans ta tête t'es pas clair, t'y arriveras pas. Donc ça, c'est un vrai travail. C'est en ça que c'est hyper intéressant, je trouve, le trading, c'est que ça t'apporte d'autres choses que le côté argent pur. C'est d'une part, tu travailles sur toi-même, sur ta personnalité. C'est un peu aussi comme tu sais, autour d'une table de poker quand ça joue de l'argent, tu les vois les vraies personnalités. Tu vois. Et là, c'est vrai, sauf que là, tu es face à toi-même. Et donc, il y a un vrai travail qui se fait à chaque fois. Tous les gens travaillent beaucoup sur leur mental. Euh, Puis l'autre point qui est bien, c'est que bah, tu es quand même sur les marchés financiers, donc il y a le côté aussi intellectuel de suivre l'actualité, la politique, la géopolitique, tout ça. En ayant de l'argent sur les marchés, tu t'impliques beaucoup, naturellement beaucoup plus là-dedans et ça t'apporte aussi plein de choses. Et intellectuellement, voilà, t'as des jeunes qui parlent des marchés. Je pense que s'ils n'avaient pas eu le trading, ils se seraient jamais intéressés. Mais là, obligatoirement, ils sont dedans, ils suivent des trucs et tout ça. Et il y a un côté, il y a ce côté quand même qui est quand même assez positif. Les gens s'éduquent automatiquement de manière un peu forcée parce que bah ils sont sur les marchés et puis ils veulent pas juste jouer quoi. Hyper intéressant. Est-ce que vous formez quand même vos clients? Il y a une partie formation ou est-ce que vous leur recommandez d'aller se former quelque part? Alors on les recommande, il y a parce qu'il y a plein d'endroits, des gens qui sont spécialisés là-dedans et c'est très bien. Nous, on fait des formations en physique une fois par mois dans nos bureaux. C'est des formations gratuites, ça se fait le vendredi après-midi. En gros, on ouvre les portes et on propose un peu de contenu pédagogique, mais sur des bases. Le but, c'est voilà, les gens qui veulent un peu connaître les marchés. On essaye de faire quelque chose d'assez d'assez basique, mais en fonction de l'audience. Je sais que la dernière fois qu'on a fait, les gens connaissaient assez bien les marchés. On n'a pas eu à passer beaucoup de temps sur les bases. On est allé un peu plus dans le vif. Et donc on peut faire ça. On s'adapte en fait à l'audience. Le but c'est pas de faire une formation avec 300 personnes. On fait une dizaine. Et puis après on fait voilà, une petite formation d'une après-midi. Ça dure 4 heures. Et voilà, on fait ça dans nos bureaux. Après, on fait aussi pas mal de. On a une chaîne YouTube, donc on a fait beaucoup de vidéos pédagogiques. Donc là, pareil, c'est un peu de la formation, mais là pour le coup, ce genre de contenu qu'on peut un peu retrouver partout. Euh, voilà, donc on en fait, mais on peut en recommander parce que t'en as qui sont vraiment pas mal. Ok, très bien. Bah, j'imagine que ça dépend du profil. En tout cas, si Mm. vous avez, si ceux qui nous écoutent ont des demandes plus spécifiques, n'hésitez pas à vous rapprocher de Raphaël et de son équipe. Peut-être que ça peut être l'occasion, Mm. l'occasion de vous former avec des gens bien. Moi aussi, autour de moi, j'ai quand même pas mal de formateurs, de formateurs qui font ce genre de contenu. Donc, n'hésitez pas également à rentrer en contact. Je vous aiguillerai. En tout cas, c'était un plaisir, Raphaël. Merci, merci beaucoup. On va mettre tous les liens du coup pour suivre ton boulot, suivre FXFlat. Euh, J'espère qu'on n'a pas perdu trop. Il me tarde de voir quand même les graphes de l'épisode. Mais je suis sûr que ceux qui sont encore là sont des gens qui sont des passionnés ou des futurs passionnés. Parce que pour le coup, on y allait un peu fort. Mais C'est vrai. en tout cas, c'était un plaisir. Merci, merci beaucoup. Bah, Merci à toi. si tu veux le mot de la fin, je te le laisse. Et puis, ouais, je te laisse conclure si tu veux. Le mot de la fin, bah déjà, merci d'être resté jusqu'au bout et bravo à vous. Ça veut dire que vous êtes motivé et si vous êtes motivé euh, et que vous voulez vous lancer, le mieux c'est voilà, nous passer un coup de fil et on essaiera de vous aiguiller au mieux, vous donner les meilleurs conseils possibles, pas pour investir mais pour vous lancer avec parce qu'on n'a pas parlé de livres, mais voilà parce que pour se former, il y a des tas de méthodes pas chères qui existent et qui valent beaucoup mieux que certaines formations. Donc ça c'est moi j'ai 10 ans d'expérience là-dedans, mes collègues ils ont aussi à peu près autant d'expérience. On a vu vraiment on a vu des tas de profils, des tas d'histoires. Et du coup on a beaucoup appris là-dessus. Euh, donc on a, je pense, plein de choses à apporter, plein d'erreurs à ne pas produire. Enfin voilà, on va être un peu
je vais pas dire l'ange gardien, mais parce que ça fait un peu trop, mais on peut vous apporter, je pense, des tas de réponses et vous prévenir sur plein de potentielles erreurs que vous pourriez commettre. Donc voilà, un coup de fil, c'est gratuit et on sera content de discuter avec vous. Trop bien. Est-ce que moi, je peux me pointer un vendredi pour venir me former dans tes bureaux prochainement? Ça serait, ouais, ça serait très très cool. Bon, très bien. Bon, il faut qu'on prenne rendez-vous alors. Mm. Je viendrai à Paris pour me former. Ouais, Du coup, j'aurai l'inside. Ok. Trop bien. Merci Raph, c'était vraiment un plaisir. Passe une bonne journée et merci. du coup, merci à tous. N'hésitez pas à commenter, à contacter Raph, à nous envoyer plein de messages pour poser vos questions. Je sais quand c'est des épisodes techniques comme ça, il y a plein de questions qui arrivent derrière. Ok. C'est avec plaisir sur Insta, sur les commentaires, sur tous ces trucs-là. Et du coup, à bientôt. Ciao, ciao. Salut.